Merci de nous rejoindre pour ce panel. Et le sujet, c'est la régulation des GAFAM et comment armer les États face aux GAFAM. Et je vais passer la parole à Anne pour commencer. Tu ne présentes pas les intervenants. Tu ne présentes pas les intervenants. Oui, ok. Bon, je vais présenter les intervenants avant. Je pensais qu'on fait le contraire. D'accord. On fait comme ça. Philippe Corot, à côté de moi, c'est le PDG de Miracle, qui est une licorne française qui aide les entreprises à faire du e-commerce. Il va nous raconter un peu plus sur sa boîte quand il commence. Ensuite, on a le professeur Lan Shui, qui vient de l'université de Tsinghua à Pékin. Et son domaine d'expertise, c'est tout ce qui tourne autour de la politique publique et la technologie. Il va nous apporter aussi la voix de ce qui se passe en Asie et en Chine pour animer un peu le débat. Notre troisième intervenant, c'est le DG de Orange, Christelle Edeman. Orange, je présente en 2 minutes. Oui? Oui. Closer. OK, je recommence. Christelle de Orange, le DG. Orange, c'est le plus grand opérateur de télécom en France. Ils sont dans d'autres pays aussi, comme l'Espagne et la Pologne. Ensuite, on a Yann Lequin, qui est un chercheur dans l'IA chez Meta. Et voilà, il va nous parler de ce domaine scientifique où il est un des leaders internationaux dans ça. Et ensuite, on a Sylvain Duranton, qui est le directeur monde de BCG X, qui crée des logiciels pour les entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle et la data. Il dirige une équipe de 3000 personnes dans cette entité. Ensuite, on a Anne Perrault, du Cercle des économistes, qui va nous présenter aussi le sujet, qui est une ancienne dirigeante de l'autorité de la concurrence et qui connaît bien le sujet de la régulation de la technologie. Merci beaucoup, Léna. Oui. Si tout le monde m'entend, j'espère que c'est le cas. Quelques petits mots d'abord, parce que finalement, on va beaucoup parler de choses qui n'existent pas encore, qui est l'éventualité d'une régulation de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on va discuter de ce qu'il faut mettre derrière ces mots-là, mais je vais commencer quand même par rappeler que quand les technologies numériques sont arrivées, ce n'est pas du tout évidemment des questions d'intelligence artificielle qu'on s'est posées, mais les technologies sont venues bouleverser les anciens modèles d'affaires. Alors on pourrait citer Uber et les taxis, Amazon et la distribution, etc., etc. Tout le monde a bien tout ça en tête. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut faire rentrer ces nouveaux business models, ces plateformes, dans des cases qui étaient initialement prévues pour toute autre chose, pour les distributeurs, par exemple, physiques, pour les taxis, etc. Ou est-ce qu'il faut créer des nouvelles cases pour ces nouvelles technologies? Et Dieu merci, on n'y a répondu ni par l'un ni par l'autre, mais en essayant de créer ce qu'on appelle un level playing field, c'est-à-dire finalement un terrain de concurrence, puisque le principal problème était un problème de concurrence sur chacun des marchés visés par ces technologies, sur lesquels les anciens et les nouveaux modèles pourraient se battre à armes plus ou moins égales. Cet équilibre a plus ou moins été atteint. On peut dire qu'aujourd'hui, Uber et les taxis cohabitent. Alors cette cohabitation n'est pas toujours harmonieuse, mais néanmoins on a réussi à créer un univers concurrentiel dans lequel finalement, avec ses propres armes, chacun cohabite plus ou moins. Alors, une des difficultés de la régulation, c'est qu'au fur et à mesure que le développement technologique s'est fait, on s'est rendu compte que les régulations concurrentielles, par exemple, interféraient avec des tas d'autres régulations qui s'appliquent aux technologies numériques. Par exemple, la protection des données personnelles, par exemple, le droit du travail. Est-ce que les travailleurs des plateformes sont des salariés ou autre chose? Ou est-ce qu'il faut créer une nouvelle case pour les travailleurs des plateformes? Donc on s'est à nouveau posé des problèmes d'interaction des régulations. Et d'ailleurs, le dernier exemple en date, je ne sais pas si on le commentera tout à l'heure, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu le droit au Bundeskartellamt, qui est l'autorité de régulation allemande, de s'emparer d'un sujet de non-respect du RGPD, ce qui est en principe hors du champ de la régulation concurrentielle, en faisant une pratique anticoncurrentielle. Et c'est Meta qui a été
accusé de cela par le Bundeskartellamt. Alors, le point central de toutes ces anciennes questions qui ont débouché finalement sur les deux règlements européens que sont le DSA sur les contenus numérique et le DMA sur la régulation proprement parlée concurrentielle, c'est qu'ils prennent tous appui sur le fait que ces plateformes numériques sont des plateformes de grande taille pour des raisons que maintenant tout le monde connaît. On a essentiellement des coûts fixes dans ces technologies, très peu de coûts variables, beaucoup d'effets de réseau, et ça favorise évidemment l'émergence de plateformes de grande taille. Alors le problème, c'est que tout va très vite dans ce domaine et qu'on est peut-être déjà en retard de plusieurs métros. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement de quel métro on est en retard. Pourquoi? Parce que, comme on va beaucoup en parler, l'intelligence artificielle est en train d'arriver. Alors, l'intelligence artificielle, elle pose des problèmes de régulation qu'on a déjà rencontrés, qui sont des problèmes un peu d'interopérabilité de l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, j'en parle vraiment de l'extérieur, mais c'est en gros des logiciels auto-apprenants qui s'entraînent sur des données. Et donc, se pose la question de savoir comment les logiciels auto-apprenants vont pouvoir interagir entre eux ou pas. Et est-ce que les données accessibles pour cet entraînement vont être des données open data ou pas? Et donc ça, c'est des problèmes d'interopérabilité qu'on a déjà vu finalement se produire au moment de l'ouverture à la concurrence dans les télécoms et dans beaucoup d'autres domaines. Mais il y a évidemment des tas de problèmes qu'on ne peut même pas anticiper aujourd'hui et qui vont faire l'objet de la table ronde. Alors je rajoute juste pour terminer que ce qui rajoute évidemment une couche de complexité à toutes ces questions, on se croirait sur un bateau ici, tout s'envole. C'est la dimension internationale de ces questions. Les États-Unis et l'Europe ne sont pas du tout sur le même pied concernant, par exemple, l'ouverture ou la fermeture des logiciels d'intelligence artificielle. On en parlera sans doute. Et je dirais que, pour une fois, c'est plutôt l'Europe qui a l'air de préconiser des solutions ouvertes, mais ça encore, on en discutera, sachant que, juste peut-être un mot pour dire que dans toutes ces technologies numériques, la difficulté de la régulation, c'est que si elle intervient trop tôt, elle bloque l'innovation, et si elle intervient trop tard, eh bien, on se rend compte qu'on a affaire à des mastodontes qu'on ne peut plus contrôler. Ça a été par exemple le cas de Google, dont on sait bien qu'il y a 36 procédures anticoncurrentielles contre Google. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser les autres partenaires. Merci, c'est à Sylvain. Alors, oui. non, sur ce sujet des relations entre les États et puis ces grands GAFAM, je pense qu'il faut sortir de la candeur et entrer dans une approche de collaboration, disons, vigilante et adulte. Alors, la candeur, parce qu'on est face à des objets économiques, si j'ose dire, qui sont complètement hors normes. Si vous prenez les GAFAM et leur capitalisation boursière aujourd'hui, en gros, leur valeur en bourse, c'est l'équivalent du PIB de l'Allemagne et du Japon rassemblés. Donc, on est sur des objets qui sont complètement hors normes. Et quand on regarde les capacités d'investissement de ces objets, le président Macron à Vivatech annonçait 500 millions d'investissements pour l'IA en France, ce qui est remarquable, ce qui est bienvenu, ce qui est important. Et Microsoft annonce un investissement de 10 milliards dans OpenAI. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Alors pour collaborer ou pour travailler avec les GAFAM, je pense que la première chose, c'est de tuer quelques chimères. Et des chimères qui proviennent un petit peu du fait qu'ils ont été fortement diabolisés, comme des puissances américaines sournoises qui viennent attaquer la souveraineté européenne. C'était rappelé par Anne tout à l'heure, leur position de marché pose aussi des questions aux États-Unis. Donc ce n'est pas juste un problème de géants américains, il y a un problème de géants tout court aux États-Unis, puis de géants américains pour le reste du monde. Alors sur les chimères, je pense que certains envisagent des démantèlements. Alors oui, en 1911, la Standard Oil de Rockefeller a été démantelée un peu à la surprise générale après 10 ans de procédure. Je ne pense pas que ce soit probable. On a vu ce qui s'était passé autour de Microsoft, qui finalement a pu continuer dans un cadre réglementaire un peu renouvelé. Il y a eu beaucoup de discussions sur le DMA, le DSA et d'autres sujets. Je pense qu'il est peu probable qu'on aille vers cette voie. Une autre chimère, ce serait de se dire barricadons-nous et puis faisons ce qui a par exemple été fait en Chine où en se barricadant, on va créer un écosystème à nous, bien local, bien européen, qu'on maîtriserait complètement, sans bien savoir d'ailleurs qui est ce « on » qui maîtriserait tout ça.
Je pense que c'est très peu probable sur le plan politique, cette rupture avec les États-Unis. Sur le plan politique en Europe, ça voudrait dire qu'on s'éloigne d'un modèle de démocratie libérale qui défend le libre-échange. Donc je pense que ça aurait peu de chances de se passer, sauf cataclysme politique, et je pense que ce ne serait d'ailleurs pas souhaitable, compte tenu de ce qu'apportent tous ces outils et du retard technologique qu'on prendrait. Il y a une autre chimère qui est de se dire, même pas peur, on va lancer nos propres concurrents directs. Alors on va se lancer, comme on l'a fait par exemple avec Quant, pour avoir notre moteur de recherche européen. Bon, je pense que l'expérience montre que ce n'est pas facile et que se dire qu'on va faire pareil et en mieux parce qu'on est européen, compte tenu de l'avance de ces acteurs, je pense que c'est extrêmement difficile. Donc, sortir des chimères, le démantèlement, se barricader, faire pareil, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et la première chose à faire, évidemment, c'est innover. Parce que sur des nouvelles technologies, on a des champions américains qui émergent, on a nos 26 licornes qui font la fierté du pays, dont l'une est représentée ici. Et on voit que sur de nouveaux sujets, on est capable d'innover. Et cette innovation, elle peut aussi prendre une forme d'open source. Et sur l'IA, quand je regarde ce que font mes équipes, moi aujourd'hui en IA, tout le monde utilise énormément d'open source, que ce soit Scikit-learn, qui est quand même une énorme innovation française en matière d'open source et d'IA, PyTorch, qui a été rendu possible par les équipes de Meta. Et on peut s'attendre à ce que dans la nouvelle génération d'IA, on ait aussi des modèles open source qui viennent battre un peu en brèche les modèles commerciaux. Sylvain ? Après, oui ? Oui, pardon, il faut qu'on passe à la prochaine. Parfait, pardon. Oui, non, allez-y. Terminez votre phrase. Bon, je termine ma phrase. Et l'autre sujet, je pense que c'est la réglementation, comme c'était dit. Là, il faut s'équiper. Il faut être capable de négocier avec ces entités comme on négocie avec des États. Et là, c'est des choses sur lesquelles l'Europe, les gouvernements sont encore un peu naïfs. Mais on peut sortir des négociations très positives. L'Inde a sorti un deal de 10 milliards d'investissements de Google pour aider à la transition digitale de leurs entreprises locales, par exemple. Donc il ne faut pas tout voir les choses comme un combat contre des géants diaboliques. Il y a des choses à faire ensemble qui peuvent être très vertueuses pour tout le monde. Merci Yann. Merci Sylvain. On va passer à Yann de Meta. Allez-y Yann. Oui, alors il faut imaginer un futur, dans une dizaine d'années, disons, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, dans lequel toutes nos interactions avec le monde numérique se feront par l'intermédiaire d'un assistant virtuel. Chacun d'entre nous aura un assistant virtuel qui sera comme une espèce de chief of staff ou de staff, en fait, qui travaillera pour nous, non pas pour nous remplacer, mais pour amplifier notre intelligence, si vous voulez. Nous serons tous CEO, d'une certaine manière, ou directeurs d'une équipe, mais notre équipe sera virtuelle. Dans ce futur, est-ce que ces plateformes, à travers lesquelles on interagira avec le monde numérique, est-ce que ces plateformes devront être fermées ou ouvertes? C'est-à-dire que si on récupère toute notre information, y compris les nouvelles, l'opinion politique, etc., à travers ces assistants, est-ce qu'il est raisonnable que des plateformes de ce type, qui en fait constitueront le dépositaire de toute la connaissance humaine, est-ce qu'il est raisonnable qu'elles soient fermées et propriétaires? Et pour moi, la réponse est absolument non. Donc, il faut imaginer un futur dans lequel les plateformes de base de l'intelligence artificielle seront open source. Ce futur arrive dans les semaines qui viennent. Il commence déjà, en fait. Et l'industrie de l'IA se construira au-dessus de ces plateformes open source. Donc, ils seront des systèmes commerciaux, mais au-dessus de plateformes open source. C'est un petit peu comme quand on construit une autoroute ou quand on met une fibre dans le sol. On ne va pas mettre 25 fibres qui vont du même endroit au même endroit. On en met une, peut-être deux, pour avoir un petit peu de compétition. Donc c'est un peu la même chose. Les modèles de base de l'intelligence artificielle seront open source et partagés, constitueront une infrastructure commune. La raison pour laquelle le monde, le marché, en fait, poussera pour ce genre de situation, c'est que ça s'est déjà passé. Il y a 25 ans, quand l'Internet a débuté, il y avait une guerre entre Microsoft et Sun Microsystems pour fournir les plateformes logicielles de base pour l'Internet. Système d'exploitation, serveur web, des choses comme ASP ou Java, etc. Ils ont tous les deux perdu. Ce qui fait tourner l'Internet aujourd'hui est entièrement open source. C'est Linux, Apache, JavaScript, Chrome, Firefox, etc.
La même chose va se passer pour l'IA. La raison étant que si une plateforme est commune, il faut qu'elle soit open source pour qu'elle puisse progresser plus rapidement, de manière à fédérer en fait les contributions du monde entier. Une autre raison pour laquelle les plateformes se doivent être open source, c'est que ces systèmes d'IA sont entraînés. Pour qu'ils soient entraînés à produire des informations qui soient communes au monde entier, c'est-à-dire pour lesquelles il y a un certain consensus, il faut qu'ils soient entraînés par des millions de personnes qui contribuent de manière bénévole, un petit peu à la manière de Wikipédia. Et bien sûr, les gens ne contribueront pas à une plateforme fermée. Donc il faut qu'elle soit open source pour cette raison-là. Donc on est à une transition en ce moment. On a un choix entre décider que l'intelligence artificielle est une technologie trop dangereuse pour rester ouverte et la mettre sous clé et la mettre entre les mains d'un petit nombre d'entreprises qui vont les contrôler, ou au contraire, des plateformes ouvertes, open source, qui appellent aux contributions non seulement des startups européennes entre autres, mais du monde entier, mais aussi du public pour entraîner ces systèmes. Et je me place résolument personnellement sur l'option 2. Et c'est aussi le cas de Meta, qui, comme l'a mentionné Sylvain, travaille depuis très longtemps à faire de la recherche ouverte en IA et à produire des plateformes logicielles ouvertes telles que PyTorch, mais aussi beaucoup d'autres, telles que Llama V1, qui est un modèle de langage ouvert à moitié, mais les suivants sont plus ouverts. Donc le paysage compétitif de l'IA va complètement changer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent peut-être, où il y aura des plateformes open source en fait aussi bonnes que celles qui ne le sont pas. Et ça va créer une industrie, en particulier en Europe. Donc Meta, avec ses politiques d'open source, est en fait l'allié objectif de la souveraineté européenne dans le numérique. Donc j'étais censé être le mauvais garçon sur ce panel, mais non. Non, cette fois, pour une fois. D'accord. Et Christelle, c'est à vous. Alors, donc d'abord, on parle des GAFAM, mais en fait, derrière les GAFAM, il y a des acteurs qui sont très, très différents les uns des autres. Et Yann vient de l'illustrer en parlant de la stratégie qui est très différente d'un acteur à un autre sur l'IA. Mais si vous regardez dans l'univers du mobile, Apple versus Android, le monde s'est divisé en deux camps et ce n'est pas du tout les mêmes approches. Et donc on retrouve ça effectivement dans la technologie. C'est vrai que nous, quand on est opérateur, qu'on s'appelle Orange, on a une responsabilité vis-à-vis de nos clients. Et nos clients, c'est évidemment des entreprises, des particuliers. Ah, ça remarche. Et donc on a ce rôle, nous, d'intégrateur de technologie, puisqu'on travaille avec toutes ces plateformes, on embarque leur technologie, on se pose en permanence les questions de quelle technologie d'IA on va utiliser. On les utilise déjà pour faire du codage beaucoup plus efficace. Et donc, on fait toujours le choix d'avoir plusieurs options et on passe beaucoup de temps, effectivement, pour comprendre les intérêts économiques. Nous, opérateurs, quand on s'appelle Orange, on est un acteur régulé parce que quand on est un opérateur mobile, la ressource physique rare, c'est le spectre. Et ça, c'est une bande passante que l'on doit gérer efficacement. Et donc, on a aussi ce devoir de construire des réseaux qui soient efficaces pour gérer et digérer, si je puis dire, des croissances de trafic qui continuent d'augmenter. Le trafic a été multiplié par 10 dans les 5 dernières années et il va continuer d'augmenter de 30% par an dans les prochaines années. Donc il y a des véritables enjeux de ressources physiques derrière ces enjeux de technologie. On parle beaucoup d'IA, mais les enjeux de computing power associés à l'apprentissage de ces modèles, les enjeux de consommation énergétique sont des enjeux réels sur lesquels on travaille. Et puis, il y a aussi des sujets sur lesquels on travaille en tant qu'opérateur et on collabore, parce qu'évidemment, on est une industrie qui, par nature, est fragmentée, puisque chaque pays a son lot d'opérateurs. Dans le monde, par exemple, de l'identité numérique, dans le monde du web, on a créé une JV avec Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica, qui s'appelle UTIC, et qui vise à enlever les cookies, puisque les cookies vont disparaître du monde Google, et le remplacer par quelque chose qui est votre acteur de proximité en qui vous avez confiance. Donc il y a beaucoup de champs d'innovation qui passent forcément par la collaboration avec ces acteurs. Quand on revient sur la réglementation, la difficulté, c'est de savoir s'il faut faire de la réglementation a posteriori ou a priori. Et l'innovation va tellement vite qu'on essaye de faire de la régulation a priori, et que c'est quand même pas facile de faire de la régulation a priori. Donc sur le RGPD, il y avait des enjeux de protection de vie privée.
Et on voit quand on parle d'innovation, aujourd'hui, il faut vraiment que, je pense qu'il y ait effectivement cette tentation vers l'open source parce que, quelque part, ça garde des voies ouvertes. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et donc, sur la question qui est d'armer les États, il faut que les États apprennent. Et pour apprendre, il faut quand même tester. Et il faut le mode de la régulation dans un monde qui va très, très vite. C'est un champ de recherche dans lequel on n'est pas quand on est opérateur. Mais c'est vrai qu'on a parfois des régulations qui sont plus adaptées. Et ça nécessite de travailler avec les États, les régulateurs, et de penser innovation dans la régulation aussi. Merci. Maintenant, c'est à Lan. It's your turn. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce symposium merveilleux. Alors, permettez-moi de soulever 3 points. Tout d'abord, au contraire des autres pays dans l'Occident, la France, l'Allemagne, les États-Unis, je pense que la Chine a suivi, a été l'apprenant pendant des années. Et lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle, je pense que la Chine n'est pas trop loin des États-Unis, je dirais. Donc le gouvernement chinois est assez ambivalent vis-à-vis de ce qu'il faut faire. D'un côté, le gouvernement veut promouvoir le développement de l'IA, de l'utiliser pour avoir plus d'efficacité dans les applications, etc. De notre côté, les Chinois savent qu'il y a des risques potentiels s'il n'y a pas de régulation. Donc, comment procéder? Il faut réglementer ces nouvelles technologies, mais nous n'avons pas beaucoup d'expérience de son domaine. Donc, la Chine voit ces règlements comme un processus d'apprentissage. Il faut essayer d'équilibrer les deux, le développement et les règlements. Et c'est ce que fait la Chine depuis un moment. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est que nous devons reconnaître les incertitudes inhérentes dans ces technologies. Donc, nous avons beaucoup d'entreprises IA chez nous. Et elles disent que lorsqu'il y a une nouvelle application qui émerge, elles essaient de voir quels sont les bénéfices potentiels, mais quels sont les risques potentiels aussi. Les agences gouvernementales sont dans la même situation. Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'ignorance mutuelle. À la fois, les entreprises et les agences gouvernementales ne connaissent pas tous les risques potentiels. Et donc, il faut une nouvelle approche réglementaire. Par le passé, le gouvernement était comme un chat et les entreprises étaient comme des souris et ils jouaient à un jeu. Mais aujourd'hui, on ne peut plus jouer à ce jeu-là. Les deux doivent communiquer, doivent travailler ensemble pour identifier quels sont les risques potentiels et comment atténuer ces risques. Et donc, il faut une nouvelle approche réglementaire. Et le troisième point, c'est que peu importe le processus adopté, lorsqu'il s'agit de la sécurité publique, d'intérêt public, le gouvernement ne devrait jamais hésiter à utiliser les outils nécessaires pour atténuer les risques et les effets néfastes. En 2020, en Chine, avec Alibaba, lorsque le gouvernement a trouvé qu'il y avait des problèmes considérables, et donc les règlements ont été assez lourds, tout ce qui était appliqué aux entreprises. Voilà, c'était mes 3 points. Merci beaucoup. Bonjour. Donc moi, je suis Philippe Corot, je suis président et cofondateur de Miracle. Juste pour donner un petit peu de contexte, notre métier chez Miracle, c'est d'accompagner nos clients dans la mise en place, dans la mise en œuvre d'un business model de plateforme ou de marketplace. Donc, c'est ce business model qui a fait le succès, la force et la croissance d'Amazon. C'est grâce à ça que Amazon est devenu le leader du retail qu'on connaît. Donc, nous, quelque part, on dit qu'on apporte à nos clients des armes pour aller se battre à armes égales, justement, contre le A des GAFAM.
J'aimerais juste apporter un éclairage un petit peu différent parce qu'on a beaucoup parlé de réglementation, de concurrence, de l'open source. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle de GAFAM, à part Microsoft, ce sont des entreprises qui ont connu des croissances absolument considérables sur les 20 dernières années. Donc on peut quand même se demander aussi qu'est-ce que les acteurs historiques ont fait pour financer ou promouvoir l'innovation, que ce soit dans leur propre entreprise ou bien dans l'investissement dans d'autres entreprises. Tout à l'heure, vous avez dit que Microsoft a investi 10 milliards dans OpenAI. Avant d'investir 10 milliards, ils avaient investi 100 millions. Aujourd'hui, quelle entreprise du CAC 40, par exemple, va être capable de mettre 100 millions sur un projet d'innovation technologique, sans connaître avant même le business model, puisque vous l'avez dit aussi, qu'on ne connaissait toujours pas le business model de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est aussi une question qu'on devrait se poser, c'est quelle est notre capacité en tant qu'entreprise européenne à financer l'innovation au même titre que le font la Chine et les États-Unis. Et ça, au-delà même de se poser la question de la régulation, parce que ces géants du numérique, ils sont pas nés de nulle part. Ces géants du numérique, ils sont nés, d'abord c'était des startups comme nous. Et moi, je vois aussi, en tant que start-up, parfois la difficulté que j'ai à convaincre certains prospects de la pertinence de développer un business model de plateforme pour aller en concurrence avec Amazon. Et certains clients que j'ai rencontrés, prospects que j'ai rencontrés il y a une dizaine d'années, quand j'ai démarré, ont aujourd'hui disparu parce que justement, ils n'ont pas su s'adapter. Parce que le problème aussi, c'est la capacité des entreprises à s'adapter et à changer pour ne pas laisser peut-être émerger des concurrents de taille colossale qui viendraient leur concurrencer sur les métiers historiques. Il y a un autre sujet lié à l'AI. On a parlé du modèle open source de Meta. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être, effectivement, l'intelligence artificielle reposera sur des modèles open source. Mais aujourd'hui, je pense que l'AI, c'est un enjeu stratégique national ou européen. Et aujourd'hui, cet enjeu stratégique, il n'est pas traité. Il est traité au niveau européen par de la régulation qui consiste à dire, en gros, on va défavoriser les entreprises européennes qui vont vouloir soit utiliser des plateformes d'intelligence artificielle, soit chercher à émerger avec de nouvelles plateformes d'intelligence artificielle. Parce que le modèle open source est un bon modèle, il a fait ses preuves sur beaucoup de technologies, mais ce n'est pas l'unique modèle. On voit quand même qu'il y a aussi beaucoup de logiciels qui ne sont pas open source. Et les plateformes qui vont utiliser les modèles open source, eux aussi par définition, comme par exemple AWS qui repose que sur l'open source, ne sont pas open source. Donc voilà, moi mon seul point pour conclure, c'est qu'il faut rappeler en permanence l'importance pour les entreprises françaises et européennes d'innover, de financer l'innovation et de ne pas avoir peur d'investir comme Microsoft l'a fait, 100 millions de dollars, qui est à la portée d'absolument 100% des entreprises du CAC 40, de le faire sur des projets d'innovation pour favoriser l'éclosion de futures GAFAM européennes. OK, merci à tout le monde. Je pense qu'on va lancer la discussion autour de cette question de l'intelligence artificielle. C'est un peu notre thème de prédilection aujourd'hui. Je vais commencer avec une question pour Yann. Est-ce que vous pensez que l'avancée de technologie qui est très rapide et qu'on ne sait pas encore où ça va, est-ce que ça va rendre le cadre réglementaire qui existe aujourd'hui en Europe et aux États-Unis complètement obsolète? Est-ce qu'on va falloir qu'on trouve des nouvelles façons de faire? Alors, d'une certaine manière, oui, d'une autre manière, non. C'est-à-dire qu'il va y avoir des progrès énormes de la technologie et il y a deux types de réglementation, de régulation. Une qui concerne des produits qui sont mis sur le marché. Et bien sûr, il faut des autorisations de mise sur le marché et des régulations pour des systèmes de pilotage automatique de voitures, d'aide au diagnostic médical, etc. Ils existent déjà. Donc là, pas besoin de nouvelles régulations, simplement une adaptation des régulations existantes pour l'autorisation de mise sur le marché, le test de la fiabilité de ces systèmes. Et puis ensuite, il y a une autre question qui est la régulation de la recherche, du développement ou des régulations qui sont en amont. Et là, toute régulation va nécessairement être contre-productive ou obsolète très rapidement.
parce que la technologie évolue tellement vite que soit la régulation ne va rien réguler du tout, soit va réguler trop, soit va réguler les mauvaises choses et sera inutile. Donc je pense que le principe de précaution ici consisterait plutôt à ne pas faire trop de régulation. Et si j'en reviens, en fait, on est un petit peu dans une situation du monde à l'envers aujourd'hui, qui fait que quand on parle au gouvernement américain, le gouvernement américain est pas mal influencé par certaines des entreprises qui voudraient bien que l'IA soit fermée et sous contrôle. Et par contre, quand on parle au gouvernement français, par exemple, au contraire, le gouvernement français voit qu'une approche open source plutôt est un peu la chance pour l'Europe de rester un peu dans la course, et eux sont plutôt contre la régulation. Donc c'est un peu le monde à l'envers, où l'Europe est contre la régulation, enfin en tout cas les gouvernements européens, pas l'Europe elle-même malheureusement, mais les gouvernements européens sont plutôt contre la régulation et favorisent l'essor du business, et le gouvernement américain au contraire essaie de voir comment réguler. Et Christelle, est-ce que vous avez un point de vue sur ça? Est-ce que vous pensez que la régulation est à un point de bascule à cause de l'IA? Je ne sais pas si c'est sur l'IA, mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit sur les entreprises du CAC 40, parce que comme j'en suis une, nous, chez Orange, on investit plus de 7 milliards par an dans les infrastructures télécom. Et on investit plus de 800 millions par an dans l'innovation. Donc effectivement, tous les ans, on se pose la question, dans quoi on va investir? Ce que peut-être on ne se fait pas assez, c'est de faire des paris focusés sur certains sujets. Et puis après, de toute façon, on ne peut pas faire les choses tout seul. Et après, c'est la question de l'écosystème. Voilà. Mais des paris d'innovation, on en fait. Certains n'ont pas été des succès. Bon, mais si on n'innove pas, si on innove, il faut échouer, sinon c'est qu'on n'innove pas. Voilà, donc on fait beaucoup de paris. Après, ce n'est pas forcément les bons. Après, la question, c'est la capacité. Nous, en tout cas, on est dans un monde où certains de nos concurrents ne sont plus en bourse parce qu'effectivement, il y a des enjeux massifs d'investissement. On a un débat actuellement en Europe qui est lié à la régulation sur l'utilisation des réseaux parce qu'aujourd'hui, plus de 55% du trafic dans les réseaux, ce qui nous force à investir les 7 milliards par an pour le trafic, est capté par 5 plateformes. Pas toutes américaines, il y a aussi TikTok. Et donc la question, c'est quand même de se dire, est-ce qu'on doit continuer à mettre cet argent pour ces quelques plateformes ou est-ce qu'on doit être plus conscient du trafic qu'on génère sur les réseaux parce que finalement, peut-être qu'il faut utiliser cet argent pour de l'innovation, pour des enjeux qui sont autres. Donc c'est vrai que la régulation, ça peut aussi aider dans certains cas. Et je prends l'exemple de Netflix, dont on est très content d'être partenaire de Netflix. Mais quand on a distribué Netflix au départ en France, Netflix payait pour le transport sur le réseau parce qu'ils avaient bien compris que ça allait saturer en partie nos réseaux. Et puis, comme on est un marché très fragmenté, dans les contrats aujourd'hui, on ne facture plus le transport parce que voilà, d'autres opérateurs ne le font pas. Et donc c'est là où la régulation, alors on vient plutôt sur des sujets de marché de la concurrence, c'est ce que le Digital Market Act devrait permettre. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont rentrer dans le cadre de ce Digital Market Act qui va viser à régir le cas de plateformes qui ont des telles tailles critiques qu'elles peuvent devenir des blocages à l'innovation. Donc la régulation, oui, il en faut. Sur l'IA, je serais plutôt d'accord pour dire qu'il faut être, il faut faire attention. En même temps, on ne peut pas non plus dire qu'il faut pas être vigilant, donc il va falloir apprendre. Il y a quand même des vrais enjeux autour de l'IA. Mais c'est vrai qu'a priori, mettre la régulation, en tout cas les projets de régulation qu'on a pu voir au niveau européen, on sait que ça va pénaliser l'innovation, ça c'est sûr. Et peut-être pour poser la question un peu à l'envers, je sais qu'on a parlé avant le panel, vous avez parlé un peu, Philippe, de le fait que la régulation, c'est un coût pour une boîte comme Miracle, qui a des postes qui sont mobilisés, pas forcément dans des tâches très valorisantes. Parlez-nous un peu du quotidien de la réglementation dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, il faut savoir que des nouvelles réglementations, on en a tous les ans. Donc tous les ans, on a ACPR, RGPD, DSA, DMA, IA Act, Data Act, VIDA, etc. Enfin tous les ans. Nous, aujourd'hui, chez Miracle, on a entre 15 et 25% de notre R&D qui est mobilisé sur des sujets de compliance et non pas sur des sujets d'innovation. Donc ça veut dire qu'on a quasiment un quart de nos équipes techniques, de nos développeurs, qui vont développer des sujets qui ne sont absolument pas intéressants, qui sont des sujets liés à la régulation, extrêmement complexes. Souvent, même quand on pose des questions
assez précises à nos interlocuteurs qui ont créé ces réglementations, comme on l'a fait à la Commission européenne il y a quelques semaines. Ils ne sont pas capables de fournir la réponse. C'est tellement compliqué que même eux ne la comprennent pas. Donc on voit bien que cette complexité nous dessert forcément. Si vous voulez, moi, mon équipe technique, je préférais qu'elle fasse de l'innovation plutôt que de développer de la réglementation. Bien que, encore une fois, la réglementation, c'est extrêmement important. Pour innover, comme pour toute activité commerciale, c'est important d'avoir un environnement régulé. C'est pas l'anarchie. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ces règles s'appliquent à tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même que, pour reprendre votre exemple de Netflix, après, c'était la base de la neutralité du net, c'est de se dire que les flux sont libres. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour des très grosses entreprises de s'adapter à la réglementation que pour des plus petites entreprises. Et le risque, c'est qu'avec une régulation trop forte, on tue les startups dans l'œuf. Oui. Sylvain, est-ce que vous avez un point de vue sur ça? Peut-être. Alors oui, la réglementation, il en faut. C'est un problème, il ne faut pas aller trop loin sur l'IA notamment, on risque de tout bloquer. Je pense qu'il y a une démarche aussi un peu différente qui est tout ce qui est labellisation. Il y a un moment autour, par exemple, des utilisations responsables de l'IA, il y a des labels qui se sont développés, dont un en France. On a collaboré d'ailleurs avec Orange sur Positive AI, avec L'Oréal et Malakoff Médéric, nous, BCGX, en mettant en commun nos meilleures pratiques, sans attendre que le régulateur nous dicte ce qu'il fallait faire, pour nous-mêmes déjà progresser dans ce qu'on fait et ensuite permettre à toutes les entreprises qui veulent rejoindre le label de se faire certifier par des certificateurs dont c'est le métier. Je pense qu'il ne faut pas tout miser sur l'État. Il ne faut pas se dire que les entreprises ne font rien. En fait, les entreprises font beaucoup, partagent ce qu'elles font pour recréer de la confiance vis-à-vis des consommateurs. Oui. On applaudit Sylvain. Peut-être une question qui va fâcher. Est-ce que, et je vais la poser sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin des nouveaux institutions ou un cadre international sur cette question qui n'existe pas aujourd'hui? Peut-être Lan, que... Je vais essayer. Je pense tout d'abord qu'on a déjà entendu que nous voulons maintenir à la fois l'innovation, mais également nous voulons avoir de la réglementation pour être certain que l'innovation va aider et va être saine. Mais également, une chose dans laquelle nous devons réfléchir, c'est comment arriver à la manière dont nous développons, nous faisons des règles. Et dans l'industrie, nous pouvons développer un cadre réglementaire pendant des analyses, etc. Donc, il y a des processus et ensuite arriver à passer une loi ou à une réglementation. Mais je pense que ce type de gouvernance n'est plus applicable aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle. La technologie pousse. Donc, on a un problème de rythme. La technologie avance très rapidement. La réglementation se fait lentement. Donc, si vous voulez utiliser les méthodes traditionnelles, ça ne va jamais marcher. Et donc, ça, c'est le type de situation dans lequel nous nous trouvons. Et Philippe vient d'en parler. Vous passez 25% de votre coût de personnel sur des problèmes de conformité. Parce que, bien sûr, il y a 10 ans, ils n'auraient pas pu suivre cette technologie. Donc, je pense que donc, en fait, il faut vraiment une gouvernance graduelle. Vous prenez, la gouvernance doit avancer rapidement. Et il n'est pas nécessaire qu'elle passe par une approche traditionnelle. Donc, vous devez avoir des mesures qui vont permettre d'aider la compagnie si elle va dans la mauvaise direction. Et c'est là où c'est le type d'approche que les gouvernements devraient essayer d'apprendre. Je pense que c'est une chose que nous devons discuter. L'autre chose également, c'est, je pense que les entreprises elles-mêmes doivent réfléchir à la façon dont elles peuvent travailler ensemble pour développer les meilleures pratiques, des normes industrielles, donc de façon à ce que, quand elles pourront appliquer, elles pourront aider tout le monde dans cette industrie. Vous n'avez pas besoin d'avoir à la lourde main du gouvernement. Donc, c'est pas... Donc, dans le cas de la Chine, Alibaba a sorti ça. Donc, les entreprises leaders doivent pouvoir jouer ce rôle de pionnier. Et c'est important. Je peux répondre à cette question? Je pense que Philippe est dubitatif
Non, vous n'êtes pas de... Non. Moi, c'est +1, -1. C'est-à-dire Si on crée une institution, il faut en enlever une. Vous supprimez quoi, Non, mais d'ailleurs non, après, honnêtement, non, je suis pas experte en la matière, mais c'est vrai qu'on le dit. Il y a quand même un foisonnement et tous les ans, on rajoute des choses. On a, nous, des grandes entreprises, les moyens pour interagir avec toutes ces institutions. La réalité, c'est que si dans ces domaines-là, on veut, en tout cas en Europe, innover, on crée des barrières à l'entrée, en fait, en rajoutant de la complexité. Donc il y a quand même un enjeu de se dire qu'il faut qu'on reste dans quelque chose qui soit comestible pour la sphère économique et la sphère d'entrepreneur. Et Yann, qu'est-ce que... Oui, allez-y, Philippe. Non, mais il ne faut surtout pas rajouter une nouvelle... Enfin, vraiment, parce que déjà, c'est compliqué. Entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe au niveau national, on voit des contradictions dans la manière dont on doit implémenter certaines réglementations. Si on rajoute une autre autorité de régulation, ils savent être très créatifs sur la réglementation. Moins sur l'innovation, mais sur la réglementation, ils savent le faire. Donc on préfère rester tranquille. Yann, qu'est-ce que vous pensez? Vous qui êtes au cœur du réacteur. Bon, en fait, il y a eu des demandes de création d'instances supranationales, mais dont la motivation venait de l'idée que l'IA est intrinsèquement dangereuse pour l'humanité, au total. Donc c'est ces gens qui pensent que l'IA super intelligente va arriver bientôt et qu'il y a des dangers d'extinction de l'humanité, et donc il faut que ce soit réglementé par des instances supranationales. Ce sont les mêmes gens en fait qui demandent des réglementations assez drastiques à cause de ces dangers. Je ne crois pas du tout à ces dangers, ou en tout cas je crois qu'ils sont relativement facilement minimisés. Et donc en fonction de l'opinion qu'on a vis-à-vis de ça, on va être pour ou contre la régulation. Alors la communauté qui est en faveur de ces régulations et qui croit à des dangers à long terme d'extinction de l'humanité à cause de l'IA est relativement petite, mais extrêmement vocale et relativement puissante, particulièrement dans la Silicon Valley. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup d'influence, donc qui créent des think tanks et des institutions pour réfléchir à ça, qui publient leurs opinions sur les réseaux sociaux, etc. Mais l'énorme majorité de la communauté des affaires et surtout de la recherche académique n'y croit pas du tout. Et donc, il ne faut pas prendre en fait ces opinions comme étant dominantes. Elles ne le sont pas, elles sont extrêmement minoritaires. Même si elles comptent parmi leurs défenseurs, certains de mes proches amis et certains chercheurs. D'accord. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Comment on fait pour les questions? Allez. Oui, bonjour, je suis Héros Zonza. J'ai une question en ce qui concerne les armes dont dispose l'Europe. On le sait, on l'a vu, on constate, c'est que la réglementation, on est très fort sur ces domaines-là. Mais en ce qui concerne les solutions alternatives, on est très très loin de proposer des très bonnes solutions, en sachant que le capital est présent, mais il est mal fléché. En gros, ma question, c'est est-ce que cette bataille est perdue d'avance ? Non, pas du tout, parce qu'en Europe, on a la chose la plus difficile à construire à partir de zéro, c'est-à-dire les talents. On a un bon système d'éducation. On sait, particulièrement en France, on sait éduquer des ingénieurs et des informaticiens et des gens qui connaissent les maths. Ce sont les méthodes de base pour l'IA. Et donc, on a ce qu'il faut pour ça. Pour vous donner un exemple, le LLM, donc le système, le Large Language Model de Meta, qui est sorti en demi-open source il y a quelques mois, qui s'appelle Llama, avec 14 auteurs. Sur les 14 auteurs, 11 sont français et basés à Paris. 2 sont partis pour faire une start-up qui s'appelle Mistral. Ils ont claqué des doigts, ils ont récupéré 100 millions d'investissements. Donc on trouve 100 millions, hein, des fois. Donc il y a les talents en France, il y a tout ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est effectivement de l'accès à l'argent, des gens qui sont susceptibles de prendre des risques, pour les chercheurs, un accès à des moyens de calcul, parce que pour l'instant, il faut bien réaliser que le monde académique est très très en retard sur l'industrie. L'industrie met des moyens absolument énormes pour le calcul, dépense des grosses entreprises comme Meta, Google ou Microsoft, c'est de l'ordre du milliard par an
en infrastructure de calcul simplement pour l'IA. Il n'y a pas l'équivalent en France. Et il faut pouvoir donner ces moyens aussi aux chercheurs qui n'ont absolument pas les moyens de lever l'argent pour ça. Effectivement, le gouvernement français investit quelque chose comme 500 millions dans ce genre d'action, mais ce n'est pas assez. Peut-être une chose, parce que vous dites, est-ce que la bataille est perdue? Et j'aurais envie de dire, quelle bataille? Parce que là, on parle beaucoup d'une bataille réelle ou supposée vis-à-vis de ces grands acteurs du numérique. Je pense que la vraie bataille pour la France, pour l'Europe, pour les emplois, pour nos économies, c'est que nos grandes entreprises prennent le virage de l'IA. Si on veut être leader demain sur son marché, vu l'importance de ces technologies, il faut qu'on soit leader dans le fait d'être capable de déployer ces technologies. Ça irrigue aussi tout l'écosystème d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, de fournisseurs de ces entreprises. Cette bataille-là me paraît largement plus importante que la bataille de savoir où est le modèle ou ces questions-là. Et cette bataille, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est celle qui est le vrai moteur économique pour nos économies. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, il y a une étude de McKinsey sur l'IA générative qui estimait le potentiel économique de l'IA générative entre 17 000 et 25 000 milliards de dollars. Donc c'est absolument colossal. Et je pense que l'Europe ne peut pas s'en passer. Et effectivement, Mistral, c'est un très bon exemple. Je connais bien le sujet. Mistral a été financé par des business angels et par un fonds d'investissement, mais pas par les entreprises dont on parlait tout à l'heure. Ok, on attend d'une autre question peut-être? J'ai pas de micro. Merci. Oui. Bonjour à tous. Je suis Hugo Ellinger, je suis directeur technique d'une start-up en IA. J'ai une question pour Yann Lequin. J'aimerais... Pardon, je suis là. J'aimerais que vous explicitiez votre vision sur l'ouverture de l'intelligence artificielle. Vous l'avez bien justifié sur la partie intelligence, sur la partie modèle, vous avez parlé de PyTorch. Est-ce que vous pouvez développer aussi sur les deux autres axes de l'IA que sont la donnée et le compute, le stockage, enfin, toute la partie infrastructure, qui sont aussi extrêmement concentrés autour des GAFAM et pour lesquels il est quand même beaucoup plus compliqué d'ouvrir et notamment de penser la place de l'Europe? Oui, donc il faudrait effectivement que l'Europe et la France en particulier mettent à disposition aussi bien des startups que du monde académique des moyens de calcul. Ce que n'a pas fait le gouvernement américain encore d'ailleurs. En fait, la France était un petit peu en avance avec le calculateur Jean Zay, qui a d'ailleurs été en partie financé par Meta, enfin Facebook à l'époque. Donc c'est vraiment important. Et aussi pour les startups, parce que ça demande beaucoup de moyens en fait d'entraîner ces modèles. Alors si on se place dans une histoire où les modèles de base seront open source, c'est eux en fait qui coûtent beaucoup d'argent à entraîner. Pour les ajuster, faire des applications spécifiques au-dessus, ça coûte beaucoup moins cher en calcul. Donc je pense que c'est un bon moyen aussi d'échapper au coût majeur de calcul. Et puis pour les données, ce qui est un petit peu compliqué, c'est donc pour l'instant le seul pays au monde qui est un paradis du machine learning, c'est le Japon, qui a dit si vous entraînez un modèle avec des données qui sont publiques, on ne va pas vous poursuivre pour violation de copyright. Et pour l'instant, aux États-Unis, en Europe, c'est encore un petit peu flottant. Aux États-Unis, tout le monde est en train de se poursuivre en justice. C'est-à-dire tous les gens qui possèdent du contenu sont en train de poursuivre en justice ceux qui entraînent des modèles en leur disant vous n'avez pas le droit d'utiliser nos données, même si elles sont publiques. Et puis tout un tas de plateformes qui auparavant avaient des données publiques, maintenant les ferment et en interdisent l'accès comme Twitter, Reddit et d'autres. Donc ça va rendre beaucoup plus compliqué en fait l'entraînement de ces grands modèles. Et il y a une espèce de vide de régulation là qu'il faudrait résoudre au lieu de passer des décennies dans des batailles de lawyers. Ok, on a une dernière question ici, mais très rapide. Très rapide. Bonjour, alors ma question s'adresse à vous, Monsieur Lequin. Je voulais savoir, parce que vous avez une vision très positive en fait, de l'impact globalement de l'IA ou de la GI sur l'humanité. Et je me demandais si vous ne souffriez pas d'un biais de bienveillance lié au fait que vous évoluez dans une bulle de filtre d'intelligence. Oui, donc ce que je pense, c'est que l'IA va amplifier l'intelligence humaine.
Donc si on a des assistants d'IA qui sont plus intelligents que nous, qui travaillent pour nous, c'est un peu comme avoir un staff de gens, si on est politicien ou dans les affaires ou dans la recherche, en fait notre but c'est d'employer des gens qui sont plus intelligents que nous, hein, parce que on ne devrait pas se sentir menacé par travailler par des gens ou des entités artificielles qui sont plus intelligentes que nous. Donc l'IA va être un amplificateur de l'intelligence, et l'intelligence c'est intrinsèquement bon pour la société. C'est la commodité dont on manque le plus, l'intelligence. Alors maintenant, évidemment, ce genre de puissance peut être mis au service de gens qui ont de mauvaises intentions, mais on peut quand même avoir l'espoir qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont de bonnes intentions, qui ont aussi accès à l'IA, qui ont beaucoup plus de moyens que les gens avec de mauvaises intentions. Ce qu'on oublie souvent, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui utilisent déjà l'IA de manière assez simplifiée pour essayer de corrompre le processus électoral, pour essayer de disséminer de la désinformation, pour disséminer de la propagande terroriste, du discours haineux, de la pédophilie, des choses comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure protection contre tout ça dans les réseaux sociaux, c'est l'IA. C'est-à-dire, par exemple, la proportion de discours haineux qui a été supprimée automatiquement par l'IA il y a 5 ans sur Facebook était d'environ 25%. L'année dernière, c'était 95%. Et c'est entièrement dû au progrès récent de l'IA, les mêmes technologies qui sont utilisées par ChatGPT et autres. Alors, la grosse question. Alors, par exemple, l'IA permet d'effacer les barrières culturelles et permettront aux gens de parler dans leur propre langue. On a des systèmes, par exemple, maintenant, qui font de la reconnaissance vocale dans plus de 1000 langues différentes, qui incluent des dialectes qui ne sont même pas écrits, des systèmes de traduction qui peuvent traduire des centaines de langues dans n'importe quelle direction. Et ça va effacer, ça va permettre aux gens d'utiliser leur culture et leur langue sans avoir nécessairement à apprendre la culture dominante. On utilise ces systèmes en partenariat avec Wikipédia, par exemple, pour traduire des pages de Wikipédia automatiquement dans des langues pour lesquelles il y a très peu de données. Oui. Donc à mon avis, au contraire, l'IA va permettre l'intégration. Il faut qu'on arrête là. J'espère que la discussion a été intéressante pour tout le monde. Merci à tous les intervenants. Merci. Merci.